quand on me parle d'Israël ou du judaïsme ou autre, l'effet que ça me fait, si je suis sincère, angoisse, j'ai envie de fuir, j'ai envie de partir. Les khotbahs en arabe, je supporte plus aujourd'hui. Moi, je me sens discriminé. Pour moi, on est en France, on parle français. Chaque prophète vient dans la langue du peuple. On a des jeunes qui écoutaient du rap, qui vivent des choses. Et t'as l'imam qui vient du bled, de régions reculées du bled. Il y a un décalage qui est trop important. Ok, salam alaikum Cyril, comment ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Bienvenue dans le Plafond de Verre, le podcast qui traite du sujet des plafonds de verre de notre société et de ceux qui arrivent à les exploser. Donc, je te connais que de nom. J'ai beaucoup entendu parler de toi, malgré tout. Cyril, délève ta voix, Cyril, délève ta voix, Cyril, délève ta voix. J'entends tout le temps ça, tu vois. Je savais pas où te situer, je savais pas qui t'étais. Et donc, quand Sofiane m'a dit ouais, je viens à Marrakech avec Cyril, délève ta voix. Bon, il me l'a pas dit comme ça, il m'a dit avec Cyril. J'ai dit ouais, c'est qui Cyril? C'est. On a confondé. Enfin, il m'a pas dit on a confondé, je sais plus comment il m'a présenté, mais il a mis élève ta voix dans le truc. Je me dis bah trop cool, je vais enfin pouvoir rencontrer ce monsieur. Et donc, je connais déjà ton histoire que tu vas nous raconter, que tu racontes également dans Fils d'Abraham, ton livre, qui va devenir un best-seller Amazon, c'est sûr. Parce que c'est une histoire de dingue, c'est une histoire de ouf qu'on voit pas beaucoup. Et donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas parler avec lui des plafonds de verre, parce que lui, il a dû en rencontrer, parfois auprès de sa propre communauté originelle, si on peut dire ça comme ça, et peut-être dans la société en général. Donc voilà, on va parler de racisme, on va parler de racisme systémique, on va parler d'islamophobie, on va parler aussi d'entrepreneuriat, on va parler de ta vie, de toi, de ton business, parce que c'est important, et de comment il t'a aidé à évoluer dans cette société. Donc je te laisse te présenter, qui tu es, ton âge, etc. Je m'appelle Cyril, j'ai 38 ans. Alors, je suis formateur de prise de parole en public et je suis aussi formé à différents outils thérapeutiques, art-thérapie, thérapie narrative, bientôt constellation familiale. Et j'anime depuis 2007 des ateliers autour de la communication écrite et orale. Donc, je suis passionné de développement personnel, de psychologie et d'être humain. De l'être humain de manière générale. Première question que je pose souvent au début, c'est quoi ta définition du plafond de verre déjà? C'est une limite qu'on se met ou qu'on nous met. Pour moi, c'est ça. Très pragmatique, je suis assez d'accord avec ça. J'ai une définition un peu plus précise. C'est le plafond de verre, c'est une limite qu'on se met ou qu'on nous met, mais surtout il y a la notion de plafond de verre, ouais, ce qui évoque le fait que du coup on voit à travers ce qu'on pourrait atteindre, mais on n'y arrive pas. Ouais. Alors la faute à qui? À soi ou aux autres. Est-ce que tu peux me dire quel est le premier plafond de verre que tu as rencontré dans cette société au long de ta vie? Dans cette société, je précise, on est français, toi et moi. Ouais, ouais. Tu as grandi en France également? Bien sûr, ouais. Voilà, moi aussi. Donc, la société française. Quel est le premier plafond de verre que tu as rencontré au sein de la société française en évoluant? Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre, mais moi, c'était la culture du diplôme. C'est-à-dire que comme j'ai arrêté l'école à 16 ans, j'ai fait un BPGEPS après, donc j'ai le niveau bac. Mais quand tu n'as pas le bon diplôme, même si tu as l'expérience, on ne t'accepte pas. Donc ça t'oblige à t'adapter. Premier plafond de verre, c'était ça, moi. C'était cette culture du diplôme en France, c'est sacralisé. Tu peux avoir 15 ans d'expérience dans un domaine, si tu n'as pas le diplôme, on ne t'accepte pas. Et tu penses que c'est toujours d'actualité, ça, aujourd'hui? Ouais, peut-être un peu moins, mais toujours quand même. En France, on est vachement sur la culture du diplôme. Est-ce que ça t'a empêché d'évoluer dans ta vie professionnelle? Non, j'ai pris un autre chemin. Puisque à 21 ans, j'ai ouvert une micro-entreprise. J'ai repassé un BPGEPS après, donc ça ne m'a pas empêché d'évoluer. Mais disons que quand je postulais pour certains postes, on me disait clairement non, vous n'avez pas le diplôme. Ça m'a mis des freins, mais tant mieux parce que j'ai pris une autre direction. Ok. Donc là, en gros, toi, ton premier plafond de verre, il a été plutôt d'ordre socio-économique, on va dire économique, on pourrait dire. C'est plus un statut social, le bac aujourd'hui, on va dire. C'est plus une étiquette sociale de se dire ah ok, je suis diplômé. Ouais. Et je peux accéder à ça. Je peux accéder à ci ou à ça. Donc on va dire que c'était un plafond de verre social. C'est ça. Ok. Et ensuite, tu en as rencontré d'autres sur ton chemin? Alors je sais pas si c'est un plafond de verre parce que je le vois comme ça là quand tu me parles, ça vient tout de suite. Mais moi, j'avais des gros problèmes de concentration. Quand j'étais petit. TDAH peut-être? Ouais, je pense. J'étais pas dépisté à l'époque, mais j'allais voir des psychomotriciennes, des psychologues, des orthophonistes toute mon enfance. Du coup, à l'école, j'arrivais pas à suivre. Surtout quand ça m'intéresse pas, mais je partais 20-30 minutes. Et quand je revenais, il s'était déjà passé à autre chose. En plus, j'étais pas manuel, donc une vraie galère. Pas d'intelligence des mains, j'arrive pas à suivre. Et là, c'était compliqué parce que on sait pas ce qu'on va faire de toi. Et j'ai l'impression que la société, elle est faite pour les cerveaux gauches. Rationnel, organisé. Mais pour les gens comme moi, c'était un peu complexe. Et du coup, l'école nous renvoyait toujours une mauvaise image. Quand tu as des mauvaises notes, maman et papa sont pas contents, on dit que tu es nul, tu es dernier de la classe, on se moque de toi.
Et t'as plein de sobriquets qui te suivent toute ta scolarité durant. Donc forcément, pour avoir une image positive de soi avec tout ça, c'est pas évident. Ok. Ça, peut-être je sais pas si on peut appeler ça un plafond de verre. Je sais pas si tu l'acceptes. Si, je l'accepte parce que, à vrai dire, c'est quelque chose qui t'a bloqué à un moment donné. Ah Quoi. ouais. Ça t'a enfermé quelque part. Donc, Ouais. on peut dire que oui, tu vois les. D'ailleurs, toi, t'as dit cerveau gauche. Moi, j'aurais dit plutôt cerveau neurotypique. Tu vois, Ouais, je m'intéresse ouais. à neurotypique. Ouais. Tu vois, surtout si aujourd'hui, bon, peut-être que tu n'as pas été Diagnostiqué. diagnostiqué TDAH forcément ou autre. Mais bon, si tu te sens un peu, en tout cas, tu t'y reconnais là-dedans, c'est potentiellement tu as un cerveau neuroatypique. Ouais. Et effectivement, je pense que la société a été créée par des neurotypiques Ouais. pour des C'est neurotypiques. ça. Clair et net, tu vois. Donc forcément, des gens comme toi et comme moi, parce que j'en fais partie, Ouais. tu vois, je me reconnais dans cette description que tu fais. D'ailleurs, j'avais jamais forcément vu ça comme un plafond de verre. Le fait d'être, on va dire, pas réussir à suivre. Mais c'est vrai que, ouais, en soi, tu sais, tu te fais. Moi, la première chose qui m'est arrivée par rapport à ça, c'est on a mis ma table dehors en CE2. Ah ouais. J'étais le seul mec dans le couloir face au mur, tu vois. Donc, en soi, ça peut être considéré comme un plafond de verre, mais moi, j'ai trouvé que c'était un cadeau de la part de ma maîtresse d'école qui s'appelait Marie-Christine. Shout out à Marie-Christine si elle nous écoute. Mais ok, donc ouais, deuxième plafond de verre potentiel, ou en tout cas même premier, parce que c'était plus jeune, je pense. Ouais. Est-ce que tu me décris? Ouais, plus jeune, ouais. Ouais. Donc, ok, donc le fait d'avoir de grandes difficultés à suivre et du coup de te retrouver dans une case de l'élève tête en l'air, C'est ça. qui gobe les mouches, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Exactement. Par la suite, est-ce que tu en as vécu d'autres en évoluant, tu vois, après être devenu, après avoir fait ta micro-entreprise est-ce que tu as eu des choses qui t'ont empêché d'avancer? Pas forcément dans la société, oui, peut-être alors, dans d'autres segments de ta vie, tu vois. un truc simple, le permis. Ok. Bon, je l'ai raté 2 fois. C'est pas grave, parce qu'il y en a qui le ratent 50 fois. Mais j'ai eu des grandes difficultés avec le permis. J'ai eu le code, je l'ai passé 2 fois, j'ai fait je sais pas combien d'heures, j'ai payé. Et puis à un moment, je me suis arrêté. Et d'ailleurs, on m'a renvoyé l'idée que c'était important de l'avoir et obligatoire, mais ça m'a jamais vraiment freiné, paradoxalement. Mais c'est vrai que quand je le passais, je voyais les difficultés que j'avais à conduire, à gérer le stress, comme je suis quelqu'un qui est assez speed. Et à l'époque, j'avais encore moins d'outils que maintenant, donc laisse tomber le jour de l'examen. Et ben, ça m'a renvoyé une mauvaise image de moi-même et je me disais, punaise, mais tout le monde là sauf moi. Donc j'ai pas le bac, j'ai arrêté à 16 ans, j'ai pas le permis, je suis pas manuel, je suis dispersé. Et puis, dans la vie quotidienne, on te rappelle tout le temps ce que tu fais mal. Ah, mais t'as pas fait ça, t'as pas rangé ceci, ah, t'as mal fait ceci, ah, mais t'arrives même pas à mettre cela. Et tu sais, se construire avec ça, c'est dur. La confiance est vachement minée, du coup. Aujourd'hui, je sais que tu es dans la prise de parole en public. Ouais. Ok. Comment t'en es arrivé à ce métier, Oula. à cette expertise en particulier? Alors, pour remonter vraiment, vraiment loin, quand j'étais en CM1, j'ai commencé à écrire des histoires au fond de la classe. J'adorais Van Damme et je commençais à écrire des histoires sur Van Damme. Enfin, en m'inspirant de Van Damme. Et après, j'écris des textes slam. Et j'avais une facilité pour les rimes, 13, 14 ans. Et c'est quelque chose qui m'a redonné de la dignité et de la valeur. Vu que je suis nul partout, là, on voit une qualité chez moi. Tu as de l'imagination, t'écris bien. Puis après arrive le slam. Je commence tous mes textes enfermés dans mes cahiers peuvent trouver enfin un espace d'expression. Parce que le rap, j'ai pas trop accroché au niveau style, mais le slam, oui. Donc, j'ai commencé à aller dans tous les bars, sur les scènes slam. Et puis après, j'ai fait des ateliers slam en tant qu'animateur. J'étais animateur. Et puis, après, j'ai créé ma micro-entreprise. À 21 ans, je commence à faire des ateliers slam en maison de retraite, foyer d'accueil pour handicapés mentaux, à PHP. On m'appelle partout. Et moi, j'ai besoin de plus d'outils. Donc, je me forme en art-thérapie. Et puis après, je n'ai pas lâché le domaine thérapeutique. À 21 ans, j'adorais ça. Et après, je suis devenu formateur pour l'organisme d'art-thérapie qui m'a formé dans ce domaine-là. Ils ont vu en moi du potentiel. Et puis après, avec les jeunes, j'ai fait beaucoup de concours d'éloquence. J'organisais des concours, j'animais des scènes. Je me suis formé en théâtre, dans plein de domaines autour de l'expression, de l'oralité et de la thérapie. Et puis, un jour, Sofiane m'a vu faire une impro parce que j'ai tellement fait du slam que tu peux me donner comme ça 10 mots, je peux te faire un texte en direct. Ça a été filmé, il m'a dit tu devrais faire de la prise de parole en public. Je faisais déjà communication et oralité, mais là j'ai vraiment switché en mode pro et j'ai fait ça à fond, donc ça fait 4 ans. Ok, donc il y a tout un cheminement quand même de rencontre avec toi-même. Et là je passe des étapes, parce que sinon on va rester des heures, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais ouais, il y a tout un cheminement. Ouais. Ok. À quel moment ton identité personnelle, ton histoire personnelle, en dehors de ce que tu viens de me décrire, de l'écriture, etc., ton identité dans sa globalité et sa complexité, à quel moment elle a joué un rôle dans le métier que tu fais aujourd'hui et dans les décisions professionnelles que tu prends, comme celle d'écrire un livre? Alors qu'est-ce que tu appelles l'identité déjà, pour bien cerner? Ton identité dans toute sa complexité, à toi de la nommer, tu vois. Je peux pas la nommer à ta place, faut voir, tu vois, parce qu'aujourd'hui ton livre il raconte l'histoire d'une,
presque d'une transidentité, tu vois, où tu t'es passé d'une identité à une autre, d'un univers à un autre, Ouais. tout en devant concilier les deux, parce que tu as quand même grandi dans un de ces univers. Donc, Ouais. tu vois, je nomme pas volontairement, Ouais. parce que je veux que tu viennes par toi-même, Ouais. mais grosso modo, en quoi cette histoire personnelle, elle a joué un rôle dans ce que tu fais aujourd'hui et dans les choix professionnels que tu fais aujourd'hui? Alors, moi, quand je fais de la prise de parole en public, les gens qui viennent, je veux leur prouver qu'ils ont des choses à dire et qu'ils sont légitimes, peu importe ce qu'on a dit d'eux, peu importe ce qu'ils croient d'eux. Je sais ce qui va se passer durant les 2 jours. Je sais qu'ils vont venir avec une idée d'eux-mêmes et qu'ils repartiront avec une autre idée. Parce que j'ai l'habitude, j'en suis certain. Et en gros, derrière tout ce que je fais, il y a une idée, c'est redonner aux gens de la dignité par la parole. Comme moi, on m'a beaucoup descendu, humilié, rabaissé par rapport à tout le parcours que je viens de te dire là, t'expliquer, et ben moi j'ai envie que les gens ils sachent qu'ils ont de la valeur. Et souvent ils arrivent en pensant qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont aucune capacité, parce qu'on leur a renvoyé cette image d'eux-mêmes aussi, ou parce qu'ils sont très exigeants, et ils ressortent avec une autre idée de leur potentiel d'eux-mêmes. Et ça c'est très important pour moi. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre Ok. à présent? Fils d'Abraham, qu'est-ce qu'il représente? Ouais. Qu'est-ce que ça raconte de toi? Et pourquoi tu as écrit ce livre-là? Déjà, raconte-nous l'histoire déjà. Alors, moi j'accompagne des gens à écrire leurs livres aussi, mais je ne le fais pas de manière officielle. J'ai une facilité à trouver des idées, je suis assez créatif, ça va vite dans ma tête, donc trouver le fil directeur de ton histoire, les différents chapitres. Je l'ai fait avec quelqu'un qui avait adoré ma manière de faire, et puis elle n'avait pas été au bout. Mais en faisant ça avec elle déjà, en l'accompagnant à écrire son livre, ça m'a donné aussi envie d'écrire le mien. Mais je n'avais pas trouvé le truc. Et puis une deuxième personne m'a appelé, une personne de 75 ans. Elle m'a dit, je vais écrire un livre avec ma fille. Et j'ai essayé de lui expliquer le fil directeur. Je lui ai dit, mais tu as une histoire, tu ne peux pas tout raconter. On peut choisir un fil directeur et raconter autour de ça. Exemple, que j'ai été malade, j'ai guéri du cancer. Exemple, j'ai fait un voyage extraordinaire qui m'a transformé. J'ai perdu ma fille. Et puis, je vois qu'elle a du mal à comprendre. Et je lui dis, je vais te prendre mon exemple personnel. Avant, je n'étais pas en confiance. Je n'avais pas confiance en moi. Puis vient la prise de parole, tout ce que je fais. Je récupère mon potentiel. J'ai confiance en moi. Je pourrais faire un livre là-dessus. Je passais de l'un à l'autre. Et puis, je vois qu'elle ne comprend pas. Je fais, bon, imagine, je te dis que j'étais juif, je suis devenu musulman. Et là, je vois qu'elle ouvre grand les yeux parce qu'elle me connaît. En plus, elle est chrétienne croyante. Et là, je me dis, je tiens un truc. Donc ça, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis après le 7 octobre, il y a eu une rupture avec mes parents. Ok. Ils me parlaient plus, on se parlait plus. J'ai quitté le salariat à ce moment-là aussi. 7 octobre 3, là, c'est ce qui s'est passé. 2023, ok. Ouais. Ok, donc ouais, ce qui a lancé, ce qui a fait accélérer tout le conflit qui a lieu actuellement à C'est Gaza. Et qui, ok, d'accord, vas-y. Après, je quitte le salariat. Et dans le salariat, j'étais dans un centre social où j'avais un ami proche avec qui on parlait tous les jours. On prenait un café, on parlait. C'était mon directeur. Et le fait de l'avoir perdu lui aussi, de me retrouver seul chez moi à créer du contenu, à tourner en rond, à pas savoir quoi faire, parce qu'avant j'étais salarié, et là je suis pleinement entrepreneur, déjà ça a créé un vide. Donc ma famille, cet ami-là, et d'autres proches aussi qui sont partis. Et à un moment je me retrouve seul avec moi-même. Et là je ressens le besoin d'écrire. Alors au départ, j'écris pour écrire. Comme j'aime écrire, j'écris mon histoire. Et puis il y a un truc qui s'enclenche très vite. J'appelle quelqu'un que je connais qui corrige mes textes avant ChatGPT. Je fais beaucoup de fautes. Une prof, elle me dit, Cyril, c'est marrant, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une Palestinienne qui accompagne les gens à écrire leurs livres. Je dis, Palestinienne? Elle me dit, ouais, elle a été en école française là-bas, elle écrit très bien. Et moi, je l'appelle. On prend un rendez-vous, là, je me dis, c'est pas possible. Mes parents, ils habitent en Israël, elle est palestinienne, je me retrouve face à elle. Ça se passe très bien. Je réfléchis, je paye l'accompagnement. À partir du moment où l'accompagnement est payé, on y va à fond. Et ça a pris 10 mois. Incroyable. Donc attends, parce que du coup là, au moment, tout ça, ça va être diffusé sur YouTube, etc. Ouais. À partir de ce moment-là, normalement, les gens viennent de comprendre que donc que ce n'était pas une figure de style ou un exemple que tu donnais, tu es donc un juif devenu musulman. C'est ça. Voilà. Avec des parents qui habitent en Israël. Avec des parents qui habitent en Israël. Et une sœur jumelle aussi. Il n'y a que mon frère qui habite là en France. Ok. Et donc, si je comprends bien, en tant que juif devenu musulman, tu es passé par une Palestinienne pour écrire le livre qui raconte entre guillemets, qui raconte ta conversion, même si je pense que ça raconte beaucoup plus de choses que juste ta conversion. Ouais, bien sûr. Mais donc on est d'accord là-dessus. Là, je fais pas d'écueil sur ce. Ok, super. Donc, tu vois, moi, j'avais vent de cette histoire et je me suis dit, c'est un truc de fou.
Mais avant de te l'entendre dire en direct, on réalise pas vraiment. Là, je réalise. C'est quand même Mais un truc de ouf. Une Palestinienne qui habite en Israël, parce que je sais pas si tu sais, mais il y a plusieurs types de Palestiniens. Ok. Il y a ceux qui habitent en Cisjordanie qui ont un statut spécial, et ceux qui habitent à Gaza, et il y a ceux qui habitent dans Israël qui constituent 20% de la population, Ok. qui ont des partis politiques et tout. Et elle, c'est une Palestinienne qui habite du côté israélien. Et qui a aussi un problème, pas avec l'identité, mais ça la travaille quand même, parce que son père est très proche des Juifs israéliens. Enfin, donc, il y a aussi tout un questionnement identitaire que mon livre a soulevé chez elle. Il y a vraiment des accointances et des similitudes. Ah ouais, c'est fou. Mais alors, du coup, est-ce que tu veux nous raconter sans forcément spoiler le livre? Est-ce que tu peux me raconter un peu tu t'es converti pourquoi, comment, à quel moment de ta vie? Alors, c'était en 2012. Ok. En 2012, et c'était je faisais pas mal de recherches autour de la spiritualité. Je lisais beaucoup. Et il y a un moment, la question religieuse est revenue sur le devant de la scène, pour moi en tout cas dans ma vie. Et je me suis posé des questions existentielles. Et je me sentais toujours mal dans le judaïsme. Pas non plus bien dans le christianisme, bien que j'ai adoré j'aimais énormément la figure de Jésus. Je lisais beaucoup sur Jésus-Christ. Et puis à un moment, la rencontre avec l'islam, c'était pareil, ça s'est enclenché, mais de manière... c'est un truc comme avec Mirage, que je salue, la Palestinienne qui m'a accompagné à écrire le livre, ça s'est enclenché. J'ai cherché des réponses, et puis il y a eu plein de gens que j'ai rencontrés, et puis j'ai commencé à lire le livre de Diams, et puis de lire de livre en livre, de reportage en reportage, puis j'ai commencé à essayer de faire la prière, et puis j'ai vu que je changeais, et puis il y a eu plein de petits miracles dans ma vie qui m'ont conduit à ça. C'est presque quelque chose qui s'explique pas, c'est un destin qui s'abat sur toi. Quand on me demande, je dis mais j'ai pas eu le choix en fait. Et à un moment, je me suis posé les questions, et je me suis senti dans un circuit, pris dans quelque chose qui était plus grand que moi, plus important que moi. J'ai rencontré Bajrafil, à ce moment-là, que j'aime beaucoup. Il m'a amené dans une mosquée, j'ai posé des questions en direct à la mosquée de Vigneux, tout le monde m'écoutait, il était là à côté de moi, donc il m'a accompagné. Et puis, il y a eu tellement de rencontres à ce moment-là. Qui est Bajrafil? C'est un imam théologien, prof d'université, qui est très intelligent. Moi, j'adore les gens qui cultivés, ouverts, intelligents. C'est ce que je demandais à Dieu. Fais-moi rencontrer des gens intelligents, s'il te plaît, parce que les gens fermés d'esprit qui te font tourner les talons, je sais pas si on dit ça comme ça. Mais voilà, c'est vraiment des gens intelligents que je voulais rencontrer, et j'ai pu rencontrer Bajrafil. Je vois qu'il a la mosquée d'Ivry, j'habite à Ivry, je l'écoute, je dis, c'est étonnant ça. Parce que je lis le livre de Tariq Ramadan au départ sur le prophète, et je me dis, non, c'est pas possible. Je connais trop bien les Arabes. On parle d'un personnage doux, mais moi je les connais. En plus, c'était au moment des caricatures, on voyait des gens jeter des cailloux. Tu sais, quand tu vois dans le monde arabe, ce qui est présenté dans les médias, c'est Allah Akbar, voilà, c'est dur. Et puis quand tu habites dans un quartier, tu vois pas forcément beaucoup d'intelligence au niveau de l'islam. C'est ce que j'ai vécu. Puis en tant que juif, en plus, les remarques qu'on te fait, c'est pas terrible, ça vole pas très haut. Et là, je lis le livre sur le prophète, je dis, mais c'est pas possible, il parle de quelqu'un qui est doux. Moi, j'ai pas vu des gens doux. J'ai des gens qui te condamnaient à l'enfer tout le temps, qui parlaient mal. Donc je dis, il doit nous mentir. Je connais Tariq Ramadan, il doit nous mentir. Et puis je vois Bajrafil, je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce discours? Tu sais, dissonance cognitive dans ma tête. Moi, je les ai connus toute ma vie. Je vois pas du tout ça. Je vois de l'agressivité, je vois de l'intolérance, je vois des discours creux, des discours vides. Et là, je vois de Bajrafil qui parle avec de la sagesse, la vie d'un tel. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, j'étais le voir à la mosquée d'Ivry, j'ai dit, je vais voir lui ou personne d'autre. Je dis, je suis juif, je vais voir Bajrafil. Et il m'a appelé, et là, on s'est vu, on a parlé. Et après, j'ai beaucoup lu, et puis après, je me suis vu changer. Ça m'a beaucoup surpris aussi. Moi qui faisais de l'art-thérapie, de la relaxation, je fais la prière, je change. Je deviens plus humaniste, plus doux, plus tolérant, plus ouvert. Il y a un problème là. Et de fil en aiguille, j'ai été vers l'islam. Ok, incroyable. Normalement, à ce moment-là, il y a deux potentialités de plafond de verre. Le premier, de là d'où tu viens. Ouais. Et le second, là où tu arrives. Ouais. C'est tel que je le conçois. Donc là, c'est pas une question, c'est une affirmation que tu vas peut-être venir infirmer. Est-ce que tu as rencontré, du coup, avec ta famille, un plafond de verre une fois que tu t'es converti? Ah ouais, non, c'était terrible pour eux. Ils s'en remettent toujours pas. Ma mère, elle m'en parle encore 12 ans, enfin, en 2012. 12 ans, presque 13. Ouais, presque 13 ans maintenant, ouais. Ouais, en novembre, ça fera 13 ans. Ok. Elle m'en parle encore, ouais, ils se sont pas remis. Ils ne sont pas remis. Parfois, ils pensent même que j'étais guidé par Dieu pour avoir des informations chez les musulmans, pour leur redonner au cas où il y a un... Ah, vraiment, pour eux, c'est un choc. Ils ne comprennent pas. En plus, les informations, ce qu'ils regardent, c'est à sens unique. Je vois ce qu'ils regardent. C'est I24 News, BFM et d'autres chaînes comme ça. Donc, le discours ambiant dans la communauté, il n'est pas terrible. Déjà, la communauté en tant qu'elle-même, parfois, elle donne le bâton pour se faire battre avec ce qu'on montre de nous. Mais ce qu'ils voient de leur côté, c'est pas terrible non plus. Donc, forcément... ils sont pas contents, ils n'ont pas accepté le choix. Et comment il se matérialise ce plafond de verre? Est-ce
Est-ce que tu t'es senti rejeté? Comment ça s'est fait en fait? Quels sont les liens aujourd'hui? Comment ça se Non, développe? je m'attendais pas à être accepté, donc je savais qu'ils n'allaient pas m'envoyer des fleurs. Mais le plafond de verre, peut-être que, et ça je leur en veux pas à eux, parce que c'est un peu nos parents qui sont comme ça, et même une grande partie de notre génération, c'est une mentalité, c'est que je me suis pas senti écouté. Ils m'ont pas rejeté, hein. Ils sont encore avec moi, ils me parlent, il n'y a pas de problème, ils m'aiment et tout. Mais derrière, il y a toujours l'idée, j'ai mal choisi parce que j'étais influencé par mes proches, ou parce que j'ai eu une enfance difficile, parce que j'ai pas bien connu le judaïsme. Donc moi, quand je parle, ça ne les atteint pas vraiment. Il y a toujours un filtre, oui, mais ça doit être parce que. Et j'aurais aimé qu'on m'écoute et qu'on se pose à côté de moi et qu'on me dise, vas-y, parle-moi. J'écoute ce que tu as à me dire, même si c'est dur. Je veux connaître ta réalité à toi. Mais je ne peux pas leur demander ça. Ils sont pas. C'est compliqué. Et j'ai envie de dire, ils ne sont pas armés pour ça. Non. Mon frère l'a fait un petit peu, je pense. Ma mère, peut-être moins. Mais c'est une mentalité qu'ils n'ont pas, d'écoute inconditionnelle. Moi, aujourd'hui, j'ai une fille, elle s'appelle Soumaya. Demain, elle devient chrétienne. Écoute, dis-moi, il n'y a pas de problème, raconte-moi. Jamais je lui dirais, nous, on a raison, vous avez tort. Vous allez en enfer. Moi, je ne dis pas ça déjà, moi. Même demain, elle me dit, je deviens bouddhiste, hindouiste. Ok, écoute, parle-moi. Comment ça s'est passé? Dis-moi tout. Parce que moi, je suis comme ça. Dis-moi tout, raconte-moi. Ok, d'accord. Fais-moi découvrir, on parle. Mais j'aurais aimé ça, en fait. J'aurais aimé qu'on me comprenne, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait ce livre aussi. C'est comme un droit de réponse. Voilà. Pas qu'on dise, il est devenu comme ça parce que... Demain, tu parles avec quelqu'un d'extrême droite ici. Tu peux le condamner, t'es d'extrême droite, t'es islamophobe, t'es antisémite. Juste arrête-toi, écoute-le pour comprendre comment il est devenu comme ça. Et là, on aurait beaucoup plus d'empathie les uns pour les autres. Si on comprenait le process, pas le résultat. Bah, tu vois, alors j'allais dire, on a notre premier désaccord, mais en vrai, je sais pas quel est ton avis dessus. Mais tu vois, quand tu me dis par exemple que ta fille, et là je le fais, je parle en tant que musulman. Ouais. Tu me dis que c'est mon devoir d'exprimer mon avis sur la question. Parce que des gens, je prends des responsabilités en montrant les discours qui sont tenus ici. Tu vois, si genre t'aurais voulu qu'on t'écoute, t'aurais voulu qu'on te demande qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais fait après si maintenant ta fille elle te dit voilà je veux devenir hindouiste machin etc. Elle te dit et tu lui dis raconte-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu lui dis ensuite? C'est là où potentiellement le désaccord peut se poser ou pas. Je pense que vraiment, si je suis sincère, hein, je pense que je lui dis rien. Je l'accueille, je vois. J'essaie de comprendre pourquoi. Et je lui dis que je serai toujours là et qu'il n'y a pas de problème, on discute. Ok. Je pense que du coup, ça doit être. Moi, je fais le lien avec ton vécu en vérité. Ouais. Je fais le lien avec ton vécu, ce qui me paraît normal. Moi, j'ai pas vécu tout ce. Tu vois, tu vois, moi, j'ai pas été élevé dans une famille religieuse. Ouais. Vraiment pas. Tu vois, mon cheminement spirituel, il a eu lieu tout seul. Il a été tardif. Il a été par à-coup. Tu vois, il a jamais été d'un coup, genre et d'un coup, du jour au lendemain, je me suis mis, salut, barbe, salade et compagnie, pas du tout, tu vois. Ça a pris énormément de temps. Et tu vois, moi, demain, ma fille, j'ai pas d'enfant. Inch'Allah, j'en aurai un jour, tu vois. Elle me vient, elle me dit, voilà, je me suis. Ça y est, c'est officiel, je me convertis à l'hindouisme. En tant que musulman, religion du monothéisme. Si ma fille, elle vient et elle me présente je me convertis à l'hindouisme, religion du polythéisme, déjà, par nature, par croyance, je vais lui dire, on va avoir un problème, mais vas-y, explique-moi c'est quoi pour que je comprenne. Là je te rejoins sur le explique-moi. Je veux pas arriver et lui dire non, jamais, tu vois, parce que de toute façon, les enfants font toujours l'inverse de ce qu'on leur dit et ils imitent leurs parents, tu vois. Donc, je vais dire, vas-y, explique-moi ce qui s'est passé dans ta tête. Et après, potentiellement, avoir un discours parce qu'on a le devoir en tant que musulman de transmettre notre religion de la meilleure manière possible. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de science nous-mêmes, d'où l'importance de l'apprendre, tu vois. Et après, de lui dire potentiellement, voilà, on ne peut pas faire ça. Parce que Dieu, parce que ceci, parce que cela, voilà, les hadiths, le truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je pense, comme tu dis, des fois, s'opposer, ça peut renforcer. C'est vrai. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un croit en quelque chose, quand on est converti, on est un peu illuminé. Je ne fais pas ça forcément négativement, mais on croit en quelque chose. Si on commence à dire ta croyance elle est fausse, d'ailleurs dans le Coran Dieu dit n'insultez pas les polythéistes, leurs croyances, parce que dans leur ignorance, ils pourraient insulter. Voilà. Et si on s'arrête là-dessus, et la logique qu'il y a derrière, c'est même ne vous moquez pas des autres croyances, parce qu'après ils vont se moquer des vôtres aussi. Et c'est ce que je dis à ma mère. C'est chaque fois que tu me parles du judaïsme, comme elle m'en parle, je fuis. C'est comme un repoussoir. Mais je fuis. Il n'y a pas pire contre-rappel que mes parents qui me parlent. Ou mon frère, désolé, hein, c'est ce que je leur dis, c'est que ça m'attire pas. Montre-moi toi, me parle pas de religion, montre-moi ce que la religion a fait de toi. Bah, je vois pas la quiétude, parce que comme il y a de la colère, et je peux comprendre, mais quand on me parle d'Israël ou du judaïsme ou autre, l'effet que ça me fait, si je suis sincère, hein, angoisse, j'ai envie de fuir, j'ai envie de partir. Et je me rappelle d'une anecdote, j'étais la voir en Israël, et mon oncle qui doit lui dire au téléphone, il est revenu dans le judaïsme, elle lui a dit,
mais il a toujours été juif, qu'il le veuille ou non, c'est son identité. À partir du moment où j'ai entendu ça, ça crée un truc en moi mais j'ai encore plus envie d'être musulman. Tu vois, comme si je n'étais pas reconnu, comme si on me forçait d'être juif. On ne me laisse pas le choix. Et par contre, autre stratégie, t'en parles pas, ok, je t'écoute, moi je serai toujours là. Et bien là, peut-être que, c'est ce que je me dis, ma fille, mais mon père musulman, il est toujours là quand même. Il n'est pas comme les autres, il ne me condamne pas à l'enfer. Et un jour, parce qu'on change, peut-être que j'ai envie de revenir, mais papa est toujours là en fait. Ça se tient. Franchement, ça se tient. Non, parce que quand quelqu'un se convertit et tu lui dis tu vas aller en enfer, qu'est-ce qu'il se dit? Mais regarde comment ils parlent, tes anciens coreligionnaires, ils parlent que de feu, regarde, c'est quoi Dieu pour eux? Ouais, mais mon papa qui représente l'islam, lui, il n'est pas comme ça. Il m'a dit autre chose. Et on apprend la religion à travers des gens. La religion, on l'apprend à travers qui? Des livres, mais derrière les livres, il y a des auteurs. Donc moi, je serai toujours là à côté d'elle, mais dans cette posture que je t'ai énoncée juste avant, ouverte. En plus, moi, je serai seul dans ma tombe, donc je lui dis ma vérité, mais peut-être c'est pas la sienne. Et je sais ce que ça produit de forcer quelqu'un à... Ouais, parce que tu l'as vécu, évidemment. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, premier plafond de verre, la famille, pas vraiment du rejet, même si ça y ressemble. Ouais. Et voilà, tu te sens pas à l'aise, en tout cas. Ouais. Deuxième plafond de verre potentiel. Ouais. Est-ce que tu rencontres un plafond de verre chez les musulmans, chez qui tu arrives, ou est-ce qu'au contraire, parce que on peut s'imaginer, tu as parlé du 7 octobre, on peut s'imaginer que, au vu des personnages que tu décris, que je connais aussi, voilà, je vois très bien de qui tu parles, on les connaît, on vous connaît, vous. Ils me regardent pas, je pense pas, tu vois, parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais tu aurais pu très bien, genre, ah ouais, tu t'es converti, mais tu es juif. Pourquoi tu te convertis? Tu seras jamais vraiment musulman. Tu as déjà eu des effets comme ça? Ou au contraire, on t'a accueilli à bras ouverts? Non, on m'a accueilli à bras ouverts. L'accueil était extraordinaire, vraiment magnifique, incroyable. Mais vraiment plus... moi, j'étais à la mosquée du Kremlin et c'était un lieu familial où on pouvait aller presque 24 heures sur 24. Donc moi, j'ai passé des moments magnifiques. On jouait au foot, on partait de la mosquée, on jouait au foot, on priait, on dormait là-bas. Pendant le Ramadan, j'ai des souvenirs mais extraordinaires de moments de fraternité. On mangeait, enfin, j'étais tout le temps là-bas. Pendant le Ramadan, je mangeais tout le temps là-bas. J'étais jamais seul, il y avait des cours. C'était un lieu de vie. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires. J'ai l'impression que Dieu m'a déroulé le tapis rouge. Maintenant, si je dois parler d'un plafond de verre, c'est peut-être l'aspect culturel, trop prégnant, arabe. Arabo-centré. Tu as l'impression qu'il faut devenir un arabe, un bédouin. Pardon, je me dis parler de franchement, c'est ça. T'arrives, on te parle en arabe tout le temps. Tout est trop arabisé culturellement. Et moi, j'aurais aimé avoir un islam français comme il y a un islam indonésien, comme il y a un islam africain. C'est un islam enserré dans la culture française peut-être. Parce que tu as l'impression que tu dois porter la djellaba, la barbe, prendre un nom arabe, parler en arabe. Je viens de parler arabe. Alors les khotbas en arabe, mais je voulais me lever partir. Je ne supporte plus aujourd'hui. Moi, je me sens discriminé. Pour moi, on est en France, on parle français. Chaque prophète vient dans la langue du peuple. Sinon, le message n'est pas intelligible. C'est discriminant. Enfin, tu t'adresses à qui? On est en France, parle-moi français. Et quand tu me parles français, c'est une langue approximative. Et quand tu parles, en plus, je vois que tu as un autre logiciel culturel. Tu n'es pas de chez moi, tu ne peux pas comprendre ma réalité. Tu me dis un truc qui n'a rien à voir avec ce que je vis. C'est trop décalé. Tu vois, moi, nous, on a des jeunes qui écoutaient du rap, qui vivent des choses. Et tu as l'imam qui vient du bled, de régions reculées du bled. Il y a un décalage qui est trop important. Donc ça, c'était un plafond de verre aussi, je pense. Je me voulais pas me sentir, même si je suis tunisien d'origine, et je connais très bien les Arabes, il y a trop un mélange des genres, je trouve. C'est incroyable parce que tu sais ce que tu dis là. Donc tout à l'heure, tu me parlais de Cratéo. Ouais. Ce que tu me dis là, c'est exactement ce que m'a dit Ahmed de Cratéo sur l'arabisation de l'islam. Ouais. Et du fait que il comprend. Tu vois, quand moi je l'appelle Ahmed, il n'aime pas. Ouais. Il me dit ouais, moi c'est Ahmed. Ouais. C'est du turc, c'est pas du rebeu. Ouais. Et je vois très bien ce que tu veux dire. Et là, le fait de t'entendre en parler comme ça, c'est un truc de fou parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on vit pas ça. Et factuellement, c'est vrai que moi-même, tu vois, je suis pas arabophone. Je te parle même pas que déjà le darija, je le parle pas, ou alors je le comprends difficilement. Mais alors l'arabe littéraire, du Coran et des khotbas, vraiment, genre moi quand j'y vais, bon maintenant ça va mieux parce que je commence un peu, tu vois, à toucher quelques mots. Mais c'est vrai que c'est très difficile de comprendre quand tu ne parles pas l'arabe. Et là, de l'avoir de la bouche d'un converti. Et franchement, je te dis la vérité, le fait que tu sois un juif converti à l'islam, c'est comme si ta conversion elle était encore plus... je sais pas si tu t'imagines la dinguerie, c'est pas comme un blanc français athée qui devient musulman. Ça y est, c'est comme si il n'y a plus de nouveauté, tu vois. Ouais. Alors que toi, c'est genre brand new, tu vois, c'est genre on l'entend pas partout. Ouais. Et ben franchement, ça me frappe ce que tu me dis là. Le fait que ça doit être... Et ça t'a pas repoussé du coup. Donc en fait, finalement, ton plafond de verre, il est religieux plus même.
plus que... Enfin, il est culturel. Il est culturel, Ouais, mais dans non, la c'est- religion en elle-même. Et pas forcément dans la communauté musulmane, finalement. Alors, communauté, je me sentais très bien, mais c'est ce côté-là un peu culturel. Ouais, Voilà. autour de la Ouais, religion. Quoi. et aussi parfois, ce qui était triste en France, c'est les petites mosquées. Enfin, il y avait pas. J'aimais bien quand j'étais en Turquie voir la grandeur de l'islam, parce que tu as l'impression que c'est toujours tiré. Enfin, ça tire vers le bas, les petits hangars, les petits trucs, les petites mosquées exiguës. Voilà, tout ça, c'était un peu triste, je trouve, par rapport à la grandeur du message. Ok. Voilà. Ok. Mais maintenant, ça, c'est vraiment le plafond de verre. Après, le reste, c'est des choses extraordinaires à dire aussi. On en était au plafond de verre, du coup, culturel. Ouais. Et pour ça, moi, j'ai dit religieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, généralement, le plafond, on le rencontre, pour moi, hein, le plafond de verre, parce que c'est le nom de ce podcast, on va le rencontrer précisément à cause des gens, en vérité. C'est les gens qui mettent le plafond de verre. Donc oui, par extension, tu me diras que le fait que l'imam il fasse sa khutba en arabe, c'est les gens qui mettent le plafond de verre aussi. Mais en vrai, là, tu me montres un plafond de verre qui est beaucoup plus grand et concerne beaucoup plus de monde que ce que je pense. Je me sens concerné, mais en même temps, pourtant, je suis un arabe, tu vois, entre guillemets. Je suis un maghrébin. Donc je ne devrais pas rencontrer ce plafond de verre, mais je me reconnais totalement dans la description que tu en as fait de on est en France, parle français, tu vois. Et après, dans un sens, tu vois, j'ai eu le même problème quand je me suis, pas converti, mais quand je suis rentré dans ma propre religion, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est que c'était très difficile pour moi de suivre les khotbahs du vendredi parce que je ne comprenais pas, etc. C'était compliqué. Et puis au fur et à mesure où j'ai commencé à avancer dans ma vie d'adulte, bah, j'ai déménagé, je suis allé dans d'autres mosquées. Et il y a des mosquées où ils font la khotbah en français. Et ça donne quelque chose de totalement différent. Donc vraiment, ce que tu as dit là, je vois déjà le reel de ouf que ça va faire parce que c'est vraiment très intéressant. Là, est-ce que tu peux me dire un peu par rapport à ce livre-là, Fils d'Abraham, déjà pourquoi ce titre, même si j'ai une idée? J'ai écrit un slam qui était assez connu, qui m'a valu en tout cas pas mal de compliments. À l'époque, je faisais du slam qui s'appelait Fils d'Abraham. J'avais 19 ans, c'était un appel à la paix entre les fils d'Abraham, donc la branche Ismaël arabe, et Isaac qui a donné Jacob qui donne Israël, les 12 fils d'Israël après, auxquels se rattachent les Juifs. C'était un appel à la paix, et ce texte, il m'a même valu beaucoup de critiques positives, et même un article dans Actualité juive. Et pourtant, j'ai critiqué un peu le sionisme déjà. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai pensé à ça parce que je suis vraiment la combinaison des deux. J'ai grandi avec des Arabes. J'ai toujours été très très proche des Arabes, tout le temps. Je suis devenu musulman et je viens d'une famille juive. Je dis je suis le fils caché d'Abraham entre Isaac et Ismaël. Voilà. Okay. Et le sous-titre, c'est la quête inaboutie d'un juif devenu musulman. Pourquoi inabouti? Parce que pour moi, tant qu'on est vivant, la quête n'aboutit pas. La réponse que tu as n'épuise pas la question que tu te poses. Redis-moi cette phrase. La réponse que tu obtiens n'épuise pas la question que tu te poses. Quand tu dis qui je suis, tu vas répondre, mais tu te poseras toujours la question en fait. Quand on dit qui est Dieu, tu as une réponse qui est donnée, mais tu te poseras toujours une question quand même. La réponse, elle n'épuise jamais la totalité de la question. On se pose quand même toujours des questions malgré tout, même si on a des réponses. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs. C'est fou. Donc, parce que là, en gros, sujet très intéressant et très important de ce podcast, le sujet de l'identité. Ouais. Donc, juste pour te donner un peu de contexte, parce qu'en vérité, on ne se connaît pas. La plupart des gens que j'ai invités jusque-là, ils me connaissent, on se connaît un petit peu de loin, de ci, de là. Toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés avant ça. C'est-à-dire que là, vraiment, première discussion, bon, vas-y, c'était vite fait là, quand on t'a demandé si tu voulais un café. Ouais. Mais là, c'est la vraie première conversation qu'on a, c'est ici. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en off, mon expertise, c'est le personal branding. Ouais. Le personal branding, pourquoi j'ai développé cette expertise-là? Bon, parce que déjà, la communication, ça m'intéresse, j'aime ça. Et parce que j'ai toujours été dans une quête d'identité. Depuis toujours. Je suis maghrébin, né en France, n'ayant pas grandi dans une famille musulmane, ne parlant pas la langue. J'ai été élevé par une mère célibataire, fils unique, qui m'a parlé qu'en français. Donc quand j'allais au bled, j'étais un gaouli. Quand j'étais en France, j'étais quand même un arabe. Et j'ai découvert ma religion sur le tard. J'ai commencé à m'y intéresser tout seul. Les seuls exemples que j'avais de cette religion-là, c'était les mecs que tu décrivais un peu tout à l'heure. Et voilà, et en fait, au fur et à mesure où j'avançais là-dedans, je me rendais compte, tu vois, que je n'arrivais pas à me trouver. J'ai grandi entre un quartier entre un quartier chaud et un quartier bobo, tu vois, dans le 19e, on va pas se mentir, c'était chaud à l'époque. Toi, tu as connu le 19e, le Belleville un peu chaud de l'époque avec la prostitution, mais où ça vivait, il y avait de la famille, c'était populaire, quoi, tu vois. Et entre Pyrénées
où un peu plus haut, c'est plus, voilà, c'est plus bobo, c'est la gauche, gauche caviar, Écologie, tout ça. écologie, on vous aime, venez les étrangers, mais restez quand même dans vos quartiers. C'était un truc un peu comme ça. Donc moi j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de ne pas être purement dans la cité, mais j'avais un pied dans la cité et j'avais un pied dans le... Pareil, tu sais, j'avais un collège où il y avait des blancs, des mecs de cité, des juifs, des chinois, il y avait de tout. Et donc je parlais trop bien le français pour les mecs qui me ressemblaient. Tu vois, qui eux considéraient que parler français c'est être un blanc, alors qu'en fait j'ai juste lu des livres, tu vois, c'est pas grave, ça fait pas de moi un mec moins maghrébin et tu sais, t'es classé beaucoup par les étiquettes sociales, parce que c'est vrai qu'en fait quand tu nous mettais dans le collège, si tu devais séparer le collège en deux couleurs et que tu mettais les blancs d'un côté et les maghrébins africains d'Afrique subsaharienne, les asiatiques et même les juifs qui sont la plupart des juifs séfarades, tu sépares la classe, et d'un côté tu avais la classe sociale haute et de l'autre la classe sociale haute, systématiquement, tu vois. Donc j'étais le cul entre deux chaises parce que j'avais des potes qui étaient blancs, mes potes c'était des blancs, tu vois, ils étaient plutôt aisés, et j'avais des potes c'était des arabes et des noirs et qui étaient moins aisés. Sauf que si tu veux, j'étais jamais accepté pleinement des deux côtés. Tu vois, donc cette quête d'identité, elle a continué longtemps. À un moment, j'ai voulu rentrer dans la peau, dans l'image qu'on me renvoyait. Genre, ouais, t'es un arabe, donc t'es un mec de quartier. Donc j'ai commencé à me faire des dégradés blancs, à mettre des capuches, à jouer, jusqu'à arriver à mettre le pied malheureusement dans l'engrenage de ce truc-là. Et donc de commencer à faire en fait ce que je n'étais pas. Tu vois. Bref, tout ça pour arriver aujourd'hui, fast track aujourd'hui, on est en 2025 maintenant, depuis quelques jours. Le plafond de verre, j'ai créé ce podcast pourquoi ? Parce que je me suis toujours posé beaucoup de questions sur mon identité, mais aussi sur comment ton identité, au sens ton général, pouvait te poser des problèmes et t'empêcher d'évoluer dans la société. Et comment, en tant que noir ou arabe ou musulman ou femme, tu pouvais rencontrer des plafonds de verre juste parce que tu étais cet état de fait ou parce qu'on t'attribuait cet état de fait. Comment, aujourd'hui, en tant que juif, tu pouvais rencontrer un plafond de verre au sein de la communauté d'accueil parce que tu te convertis. Comment le racisme systémique il a structuré la société de sorte à ce que seul un certain type de personnes puisse atteindre un certain type de place dans cette même société. Donc, quand tu me parles d'identité, là, tout de suite, et du fait que la réponse n'est plus jamais la question, je trouve ça hyper puissant, hyper inspirant, parce que c'est vrai, en fait. Et aujourd'hui même, si je me rapproche de plus en plus de deux faces d'une même pièce, qui est ce que je suis et ce que je veux être, pour moi, c'est la même chose, en vérité. C'est juste que ce que tu es, c'est toi qui le définis, mais tu le définis par rapport à qui tu étais. Il y a toute une complexité comme ça que je trouve très, très... profonde, et que ta question vient juste d'illuminer pour moi. Merci. Voilà. Donc, désolé pour ce long discours, mais c'était juste pour te donner, très intéressant. Te donner un peu la durée du truc, quoi. Et donc, dans ce livre, concrètement, là, regarde, je te connais pas. J'entends la quête inaboutie d'un juif devenu musulman, hook de ouf. Genre, je me dis, c'est quoi ce truc-là, ça m'intéresse. Qu'est-ce que... Non, mais c'est vrai, c'est un hook. Ça pourrait être un hook TikTok, tu vois. Genre, grave. Et qu'est-ce que je peux trouver ? Sans me spoiler, vas-y, je trouve quoi dans ce livre, en fait ? Qu'est-ce que je peux découvrir si tu devais me faire un trailer du bail ? Alors, tu vas découvrir... Alors, il y a de la géopolitique. Ok. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais je te dis un peu en vrac. Vas-y, dis-moi en vrac. Donc, il y a de la politique, il y a de la sociologie, il y a aussi la description d'une époque. Tout ce que tu as dit, je le décris aussi, parce que je décris mon parcours. Donc ça va créer beaucoup d'échos. Il y a des réflexions philosophiques sur la vie, sur l'identité, sur qui on est, sur l'esprit critique, sur l'appartenance au groupe, sur le conformisme, sur la soumission, sur le besoin d'être soi, l'aspiration à être libre. Il y a plein de réflexions comme ça. Puis tu as trouvé aussi dedans de la constellation familiale, de la psychologie, tout ce qui est art oratoire, parce que je parle de ça dedans. Donc il y a plein de sujets dans les sujets. Là, le fil conducteur du livre, tel que tu l'amènes, c'est quoi, genre, de la première page à la dernière ? Comment je suis ? Est-ce que c'est autobiographique ? Oui, c'est autobiographique, c'est chronologique, autobiographique, avec des accents mis sur mes rencontres avec le judaïsme et l'islam et comment ça s'est fait. Voilà. Mais en prenant des pauses aussi, parce qu'il y a des moments où, comme je me lis vraiment, c'est vraiment un exercice où je me suis dit, c'est peut-être le dernier que je fais, je raconte les parts d'ombre. C'est toujours mieux d'avoir un héros qui ressemble aux gens et qui n'est pas parfait. Donc je me lis vraiment, je raconte des histoires d'amour intimes qui m'ont marqué jusqu'aujourd'hui. Je raconte des bêtises que j'ai pu faire, un chapitre qui s'appelle Chaos. Et tout ce qui m'a amené petit à petit à cheminer dans la vie, à devenir celui que je suis, avec
on va dire en trame de fond, la question spirituelle et de l'identité. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à... Bah, tu vois, je trouve ça très puissant. J'espère que ça te va si je te pose la Non, question. vas-y, Mais vas-y. ton rapport au conflit israélo-palestinien actuel, tu l'as évoqué Ouais, tout à l'heure ouais, par ouais. rapport à ta relation avec tes parents et tout. Ouais. Je te demanderai pas ta position, mais c'est quoi Ouais. ton rapport à ça et comment tu le vis en tant que personne dans les deux camps, quoi, Ouais, tu ouais, vois, ouais. entre guillemets. Comment je le vis? En fait, comme tout le monde, on grandit tous avec un récit dominant qui est partiellement vrai et aussi faux. Quand la France enseigne l'histoire de France dans les écoles, c'est partiellement vrai. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Quand on parle de la Révolution française, on ne va pas parler du massacre des Chouans. Ça serait entacher cet épisode sacré de l'histoire de France. Moi, j'ai grandi avec une idée et j'ai été chercher de l'autre côté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, indépendamment de ce qu'on me dit? Et j'ai découvert des choses au fur et à mesure qui m'ont beaucoup attristé. Et notamment, c'est ça qui est étonnant, c'est que ceux qui ont fait un gros travail, c'est souvent des Juifs et souvent des Israéliens. Tu prends Ilan Pappé, qui a écrit Le nettoyage ethnique de la Palestine, c'est incroyable. Il a pris des archives militaires déclassifiées, reclassifiées depuis, et des témoignages connus, puis plein de choses, et il te décrit qu'est-ce qui s'est passé, les expulsions, le plan d'Alet que très peu de gens connaissent, des Palestiniens en 48. Et quand tu vois ça, quand tu lis ça, il y a tout un monde qui s'écroule. Imagine, je ne sais pas si tu connais le mythe de la caverne de Platon. Ça me parle. C'est des gens qui sont enchaînés dans une caverne, qui ont à manger tous les jours, qui voient des ombres passer, qui se prosternent, parce qu'ils pensent que c'est des dieux. Puis un jour, il y a une chaîne qui se casse. Il y en a un des trois qui sort. Il rentre dans la caverne, il dit, mais en fait, on prie des hommes là. Et il le tue. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui est plus important que tout pour nous, c'est nos croyances. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand il y a eu le 7 octobre, moi, j'ai vu des gens dire, ah, c'est bien, c'est bien, le Hamas, il tue, c'est bien. Je me dis, mais attends, il y a des innocents qui sont morts, comme tu vois des enfants, tu vois des images. Et là, j'ai vu que les gens ne défendaient pas des principes, ils défendent des clans. Soyez juste, même contre vous-même, contre votre père, tu vois la référence, que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Pratiquez l'équité, c'est plus proche de la piété, et craignez Dieu, car Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et je voyais que les gens, d'un camp comme de l'autre, ne défendaient pas la justice, en fait. Quand on tue les miens, je crie. Quand l'autre meurt en face, ouais, c'est pas grave. On peut réfléchir après aux raisons, c'est pas un problème. Mais humainement, on devrait condamner tout massacre, peu importe qui l'a commis. Et j'ai vu qu'en fait, on n'était pas dans l'empathie universelle, mais dans un tribalisme. Aimer son prochain, s'il se restreint au sien, c'est facile. Mais aimer son lointain, celui qu'on nous a présenté comme ennemi, c'est ça être spécifiquement humain. Le lion, quand il voit un zèbre mangé par son pote, il s'en fout. Ça, c'est animal, mais être humain, c'est avoir de la compassion pour son lointain. Et donc, moi, ce qui m'a marqué, que ce soit chez les Juifs, même beaucoup dans ma famille lointaine et autres, mes cousins et compagnie, c'est l'incapacité à dire non, là, ils vont trop loin. Là, on a des gens qui meurent. C'est toujours le ouais, mais non, c'est le Hamas qui se cache. Oui, mais là, on a des enfants. Je parle pas du Hamas, je m'en fous, moi, du Hamas, Hezbollah, je m'en fous de ce qui est politique. Je parle de l'enfant qui meurt. Ouais, mais en fait, c'est faux. Oui, mais là, tu as des preuves et tu as même des journalistes israéliens qui ont fait un travail incroyable que je cite dedans, de Haaretz, de 972+, qui ont fait un travail incroyable pour démontrer que les tirs étaient intentionnels, tout simplement, et qu'ils ne visaient pas des terroristes, soi-disant. Et même là, on n'arrive pas à dire non, c'est mal. Cette incapacité à condamner. Mais ce mécanisme-là, je l'ai retrouvé chez les musulmans aussi, dans d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances, c'est quand c'est les nôtres, oula, parce que critiquer son héritage, ses croyances, un héritage religieux, ça peut nous faire sortir du groupe. On a terriblement peur. On préfère avoir tort avec le groupe qu'avoir raison tout seul. Et moi, si un jour je me présente devant Dieu, je préfère me tromper sincèrement et dire j'ai fait ce que j'ai pu pour te suivre parce que pour moi, Dieu, avant tout, tu es la justice. Et donc le mythe de la caverne de Platon prend tout son sens. Ouais, c'est ça. Ok, je vois très bien. Ouais, c'est sacrément puissant tout ça là. Okay. Non, ok. Ça fait réfléchir. C'est vachement intéressant. Non, franchement, merci beaucoup. De toute façon, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux quand même on a une dernière chose quand même sur le livre. Je vais pas te demander de faire un pitch de vente parce que c'est pas l'intérêt. Mais si demain, voilà, je te connais pas, je sais pas t'es qui, je suis pas de la communauté musulmane, je suis pas de la communauté sur les réseaux qui te suit de ci de là. Je trouve ce livre à la Fnac. Je regarde la couverture, je dis tiens, ok. Tu passes à côté de moi. Qu'est-ce que tu me dis pour me donner envie de lire le livre? Eh ben, je dis que dans le livre, dans chaque chapitre, il y a un sujet universel qui nous a tous touchés, j'ai fait exprès.
c'est-à-dire l'amour, le rapport aux parents, le rapport aux origines, le quartier où on a grandi, et que quoi qu'il arrive, il va créer un écho en toi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, putain, ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à ça, tu m'as ramené là, et c'est fait volontairement. Comme je te dis, je suis formé en thérapie narrative, mais aussi en conte, depuis tout jeune, et j'adore tout ce qui est structure narrative. Et du coup, j'ai fait exprès dans les chapitres de nous renvoyer tous, plus ou moins, en stéréotypant bien évidemment, parce que ça ne peut pas toucher tout le monde, mais à des sujets universels qui nous concernent, tout un chacun. Le rapport aux parents, l'amour, l'identité, les questions existentielles qu'on se pose. Donc en fait, à travers ce livre, tu te retrouveras toi aussi. À travers ce livre, tu te retrouveras toi aussi. Okay. Je te donne un exemple. Il y a une mère qui m'a dit, j'ai dit pardon à mon fils. Il a 13 ans, je lui ai jamais dit pardon. Je dis, mais pourquoi ? Elle m'a dit, en lisant ton livre, j'ai vu qu'on peut être ado, ne pas suivre à l'école, même à un moment donné faire des bêtises comme tu as pu en faire, et puis après, bien tourner. Et mon fils, je lui mettais la pression pour qu'il réussisse à l'école. Et je lui ai dit pardon parce que j'ai trop mis la pression. Ça, c'est pas le but du livre, mais ça crée un écho. Parce que ça parle de la scolarité aussi. Ça parle de l'éducation des enfants. Derrière chaque chapitre, il y a un sujet comme ça qui est évoqué en toile de fond pour te renvoyer à ton histoire. Ok. Juste pour te donner un exemple, dans Miroir d'un monde disparu, je parle... T'as quel âge ? J'ai 32 ans. D'accord. Alors oui, t'as connu, parce que moi j'ai 38 ans. Ouais. Mais je parle dans Miroir d'un monde disparu, de l'époque où justement, dans les quartiers, on était tous juifs, on ne voyait pas les origines, on ne savait même pas de quelle religion on était. Ouais. On jouait ensemble. Et je parle aussi de ces moments où on se retrouvait toute la famille devant la télé, avec le télépoche, pour regarder le film du samedi soir. Et que la télé, elle nous permettait comme de nous unir. On regardait tous un film ensemble. Je parle de Chérie, j'ai rétréci les gosses, de Retour vers le futur. Et tu vois, donc je parle de cette époque révolue et je sais que ça va créer de l'écho chez certaines personnes. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Donc à chaque chapitre, j'essaie de créer un écho particulier. J'ai hâte de le lire là. Sincèrement, là, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Ouais. Dernière question, et on se quittera sur ça. Ouais. Je voudrais savoir, c'est quoi ta vision pour ces prochaines années au regard de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce que tu es aujourd'hui, de tout ce que tu fais, que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue personnel. Qu'est-ce que tu envisages? Là, tu as 38 ans. D'ici à tes 40, 42 ans, tu auras fait quoi? Et qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, je vais me former en constellation familiale, si Dieu veut. Okay, moi, ce qui est important pour moi, c'est de vivre ma vie. Tu vois, ce livre, j'aimerais bien qu'il marche, mais je le fais aussi pour créer des moments comme ça, pour créer des souvenirs. Je dis souvent, l'essentiel, c'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu vis en chemin. Moi, je veux vivre des grandes choses. Là, on est à Marrakech. Je vais pas gagner énormément le fait d'être à Marrakech, en termes d'argent. Mais je sais que je vais vivre quelque chose d'extraordinaire qui va me permettre de péter peut-être un plafond de verre mental en me disant c'est possible et d'aller plus loin. Et moi, ce que je veux, c'est vivre des choses extraordinaires. Il n'y a pas longtemps, j'ai organisé un concours d'éloquence à vocation humanitaire avec une grande ONG, Dignité Internationale. On a invité des gens, entrepreneurs et associations, à présenter leurs projets et à mettre en avant leurs actions, comment leurs actions rendent de la dignité aux gens. Tu vois, c'était un concours d'éloquence qui a rapporté de l'argent à des paysans béninois. Là, je vais aller au Bénin pour la deuxième phase du projet. Je vis quelque chose d'intense. Une fois que tout s'arrête, il n'y a que les souvenirs qu'on a créés qui restent. Et bon, c'est ça que je veux, moi. Donc, continuer avec Élève ta voix, continuer dans le domaine thérapeutique, recréer des ateliers. Je suis assez créatif, donc j'ai plein d'idées en tête. Faire vivre ce livre, voyager, rencontrer, vivre ma vie, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très très clair. Et je voulais te demander, c'est une question que je pose souvent, que j'aurais dû poser avant, et que j'oublie tout le temps de poser. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous regardent, qui cherchent à briser leur plafond de verre et qui n'y arrivent pas? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider à ces personnes-là et qui, tu vois, par exemple, sont peut-être dans ta position, sont pas musulmans forcément, juste rencontrent des plafonds de verre à cause de qui ils sont. Peut-être même envisagent, tu vois, de se convertir. J'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là pour dépasser ce plafond de verre et avoir la force d'eux? Alors pour moi, le premier pas, parce que tout démarre des croyances, tout est dans la tête avant tout, avant d'être dans la réalité, c'est l'idée qui enfante l'action, c'est de lire. Lire des livres qui vont peut-être te rassurer, qui vont peut-être te permettre de t'identifier à des personnages qui, eux, ont déjà fait ce chemin avant toi. Lire. Et en lisant, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Qu'il y a des gens qui ont été en prison au Guatemala, qui sont revenus, qui ont ouvert des sociétés. Et en t'imprégnant de ces histoires-là, et en lisant, ça va peut-être te donner envie de faire un pas dans la direction que tu crains de prendre. C'est l'action peut-être la plus simple. Un livre, c'est pas cher. Lis. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé le plafond de verre, il est déjà prêt à partir, il veut s'en aller. Non. Merci d'avoir regardé le plafond de verre, c'était super. Et puis on se retrouve sur un prochain épisode, Inch'Allah.
laisse pouce bleu, commente en dessous de la vidéo. On se tient au jus.